veut ça? Un Coca Zéro, s'il vous plaît. Quoi? Tu prends du Coca Zéro? Tu sais que c'est cancérigène quand même. Comment ça? Mais oui, c'est bourré de produits chimiques. En plus, c'est super mauvais pour la santé. Il y a plein de recherches sur le sujet. Mais non, c'est que, en plus, c'est jamais 0 calories, c'est du marketing ça. Hein. Il y a autant de sucre que dans le normal, autant prendre du normal, je t'assure. Ça vous rappelle quelque chose, une petite sensation de déjà-vu? Les édulcorants artificiels tels que le sucralose, l'aspartame ou la stevia est l'un des sujets les plus controversés du fitness. Ils ont été liés à la neurotoxicité, au cancer, à la perturbation des mécanismes de la satiété et bien d'autres problèmes peu sympathiques. Mais cette réputation de sucre satanique est-elle méritée? Ça fait extrêmement longtemps que j'ai envie de faire cette vidéo, j'en ai marre d'entendre tout et n'importe quoi au sujet des édulcorants. Donc aujourd'hui, on va faire le point ensemble. Allez, boum, intro. Non, je rigole, j'ai toujours pas d'intro. Je vais tenter de vous donner une réponse claire concernant les édulcorants artificiels ou de synthèse, tout en gardant à l'esprit qu'il existe une multitude d'édulcorants différents, tels que le sirop d'agave, le sirop d'érable, le miel et j'en passe. Par souci de simplicité, on va parler des plus utilisés et ceux qu'on retrouve généralement dans les produits de la consommation courante. On va donc parler du sucralose, de l'aspartame et des glycosides de stéviol, aka la stevia. Ces trois édulcorants sont sans calories, si, je vous l'assure. J'aborderai également rapidement les polyols et en particulier l'érythritol. Commençons par le premier, l'aspartame, qui est sans doute l'édulcorant le plus décrié, alors que c'est aussi sans doute l'édulcorant sur lequel nous avons le plus de recherches disponibles. En prenant l'aspartame comme exemple, ça va nous permettre de bailler pas mal de points qui sont également valables pour les autres édulcorants. L'aspartame est 200 fois plus sucré que le sucre, donc vous avez besoin d'en utiliser 200 fois moins pour donner ces mêmes effets sucrés à une boisson ou à un aliment. Donc vous consommez 200 fois moins de calories, vous en consommez tellement peu que c'est pratiquement sans calories. Attention cependant, l'aspartame, le sucralose ou la stevia sont théoriquement sans calories, mais lorsque vous les trouvez sous forme de poudre dans les magasins, ils sont souvent associés à des agents de charge comme la maltodextrine ou le dextrose qui rajoutent des calories. Il joue sur le subterfuge légal que n'importe quoi ayant moins de 4 calories par gramme peut être vendu comme 100 calories, alors qu'ils peuvent en contenir encore jusqu'à 3,3 calories par gramme. Donc attention à ça. Du coup, il vaut mieux acheter les formes pures de ces édulcorants sans agent de charge ou choisir ceux avec des agents de charge pauvres en calories comme l'érythritol dont je parlerai un peu plus tard dans cette vidéo. Alors oui, l'aspartame c'est chimique. J'entends certains d'entre vous déjà me dire « Oui, mais non, hein, ton truc là, ça peut pas être bon pour la santé, c'est chimique. » Mais j'ai envie de dire que tout est chimique. Si je vous montre ça, et que je vous demande ce que c'est, il y en a peu d'entre vous qui vont me répondre que ce sont les molécules qui composent une fraise. L'aspartame est en effet un édulcorant artificiel avec le célèbre numéro additif E951. Je vous vois déjà venir, oulala, il y a plein de E, machin, le truc c'est super dangereux. Oh là là, il y a plein de E là, c'est super chimique ton truc, moi perso je mange pas de ça hein. N'oubliez pas que l'air que vous respirez actuellement, c'est de l'azote, de l'oxygène et du dioxyde de carbone, c'est-à-dire E941, 948 et 938. Et a priori, vous n'allez pas arrêter de le respirer pour autant. Cette classification effraie beaucoup de gens parce qu'ils ne savent pas ce que ça représente. Et la peur de l'inconnu est un principe fondamental de la psychologie humaine. Il existe environ encore 1500 E qui permet de classifier les additifs alimentaires et qui sont naturels ou artificiels. Ironiquement, le numéro électronique est en fait un certificat de sécurité. Ça veut dire que l'Union européenne a décidé que cet additif alimentaire était sans danger pour la consommation humaine. Pourtant, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas l'idée de consommer une substance chimique alors qu'ils se brossent les dents avec du dentifrice tous les jours et que ça ne semble pas leur poser de problème. Mais voyons ensemble qu'est-ce qui se passe lorsque vous consommez de l'aspartame. Votre corps hydrolyse, c'est-à-dire digère l'aspartame de manière efficace et complète. L'aspartame est décomposé en 50% de phénylalanine, 40% d'acide aspartique et 10% de méthanol. Ces noms peuvent vous faire peur, mais ces substances ne sont pas toxiques. Vous les retrouvez naturellement dans des aliments de la consommation courante comme les tomates, le lait, les œufs et la viande. Par exemple, vous avez 6 fois plus de méthanol dans un verre de jus de tomate que dans une canette de Coca Light. Le seul problème potentiel que vous pouvez avoir avec l'aspartame, c'est si vous êtes atteint de phénylcétonurie, qui est une maladie génétique, mais si c'est le cas, vous le savez déjà. Avant de continuer, il faut qu'on parle d'un truc extrêmement important. La plupart des gens pensent qu'il y a des substances qui sont toxiques, c'est-à-dire nocives, et d'autres pas. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça. Chaque substance peut être toxique, même l'eau. En fait, la toxicité est souvent mesurée comme la quantité nécessaire pour provoquer des effets néfastes
ou mauvais pour la santé. On utilise généralement la dose létale médiane, c'est-à-dire le DL50. C'est un indicateur qui mesure la dose d'une substance causant la mort de 50% d'un organisme donné, souvent des souris ou des rats malheureusement, dans des conditions d'expérimentation précises. En gros, si vous ingérez le LD50 d'une substance, vous avez 50% de chances de mourir. Lorsqu'on appelle une substance nocive, cela signifie que la dose de cette substance à laquelle vous allez ressentir des effets secondaires n'est pas très éloignée de la dose d'une consommation normale. Je vais vous mettre quelques exemples à l'écran. Vous allez pouvoir voir le DL50 de l'eau, de la vitamine C, de la caféine et du cyanure. En gros, une toute petite quantité de cyanure peut vous tuer alors qu'il va falloir boire des litres d'eau avant d'en mourir. C'est pour cette raison qu'on dit que le cyanure est toxique et que l'eau c'est sain. On peut reprendre la phrase du célèbre Paracels pour expliquer un des principes fondamentaux de la toxicologie. Tout est poison, rien n'est poison, ce qui fait le poison, c'est la dose. La question n'est donc pas l'aspartame est-il toxique, mais plutôt quelle quantité d'aspartame doit être consommée pour qu'il devienne potentiellement nocif. D'après l'European Food Safety Authority et l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, ainsi que pour au moins 90 autres agences, la dose journalière admissible pour l'aspartame est de 40 mg par kilo et par jour, et ce depuis 1988. Ça veut dire qu'une personne de 60 kg peut consommer 20 canettes de Coca Light ou 40 canettes de Coca Zéro par jour, tous les jours de sa vie, sans risque pour sa santé. Alors la dose journalière admissible, la DJA, qu'est-ce que c'est et comment c'est mis en place? On prend toutes les recherches qu'on a sur l'aspartame et sur ses effets toxiques à court et à long terme, ses effets cancérigènes, etc. Et on détermine la DSE qui est la dose sans effet, c'est-à-dire la quantité d'additif qui n'a aucun effet toxique chez l'animal le plus sensible. À partir de la DSE, on va déterminer la DJA en prenant une marge de sécurité de 100, c'est-à-dire qu'on va diviser la dose sans effet par 100 pour être sûr d'être sûr. C'est-à-dire que même si vous avez peur que votre consommation se rapproche de la dose journalière admissible, vous êtes encore loin d'être en danger puisqu'aucun effet indésirable n'a été détecté à des doses 100 fois supérieures à ce que vous consommez. Pour reprendre l'exemple précédent, une personne devrait consommer 2000 canettes de Coca Light par jour avant d'être inquiété. Ensuite, on prend la DJA et on la compare aux données de consommation courante. Si la consommation est inférieure à la DJA, on estime que l'additif ne pose pas de problème pour la santé des consommateurs. Pour info, les études menées dans plusieurs pays européens ont montré que les plus forts consommateurs, adultes et enfants, ont des consommations d'aspartame largement inférieures à la DJA. En France, par exemple, la valeur maximale observée chez des enfants diabétiques est de 40% de la DJA. D'ailleurs, en parlant de diabète, l'aspartame, le sucralose et la stevia n'affectent pas votre glycémie ni votre insuline. Ils n'affectent pas non plus votre appétit lorsqu'ils ne sont pas consommés de manière isolée. Alors certains vont me dire que c'est pas parce que les agences disent que c'est sans danger que c'est forcément vrai. Si vous regardez directement les recherches sur le sujet, vous verrez que chez l'homme, une consommation en respectant la DJA n'a aucun lien avec le cancer, les problèmes digestifs, le diabète, les maladies artérielles ou cardiaques ou les naissances prématurées. Et ça, c'est la conclusion de 5 experts internationaux invités par la revue scientifique Food and Chemical Toxicology pour déterminer l'innocuité de l'aspartame. Si vous êtes sceptique quant aux motivations de ces chercheurs, cette recherche a été sponsorisée par l'Association italienne de recherche contre le cancer et publiée en octobre 2013. Quand on voit le bilan positif de l'aspartame en termes de sécurité et les risques bien documentés liés à une consommation excessive de sucre, c'est assez ironique d'avoir peur de ce genre d'édulcorant. Vous allez me demander, mais alors pourquoi j'entends partout que c'est dangereux? En grande partie à cause des médias de masse. Ils sélectionnent les informations qu'ils diffusent en privilégiant celles qui vont provoquer des émotions chez les gens, en particulier la peur. Il existe des dizaines d'études chez le rat qui montrent qu'une absorption d'aspartame est liée à des cancers ou à d'autres problèmes de santé. C'est le but de ces recherches pour déterminer la DJA. Vous augmentez la posologie jusqu'à ce que des problèmes et des effets secondaires se posent. Comme je vous l'ai expliqué, on calcule et on détermine la posologie, on extrapole et ensuite on rajoute une marge de sécurité et boum, vous avez la DJA. Personne ne clique sur une vidéo avec un titre comme « Encore une recherche qui prouve que l'aspartame est sans danger ». Non, ça va être plutôt sur « Les édulcorants sont cancérigènes, vous êtes tous en danger », comme la miniature de cette vidéo. Oui, je joue le jeu de la peur, attaquez-moi en justice. Non mais ok Nevin, tout ça on savait, mais les édulcorants vont quand même niquer ta santé intestinale.
Il y a effectivement une recherche de Suez et Talley qui est sortie en 2014 concluant que les édulcorants artificiels induisent une intolérance au glucose en modifiant le microbiote intestinal. C'était une énorme controverse parce qu'il y avait pas mal de problèmes dans cette étude. Premièrement, la plus grande partie de cette étude a été réalisée sur des souris. Or, les rongeurs ont un métabolisme très différent de celui des humains et l'extrapolation n'est pas toujours évidente. La partie de l'étude portant sur les humains était une étude d'observation et la méthode expérimentale mise en place ne permet pas de conclure autre chose qu'un lien de corrélation. Cependant, vous savez que corrélation ne veut pas dire causalité. Ce n'est pas parce qu'une personne qui consomme des édulcorants n'arrive pas à perdre du poids que ça veut dire que ces édulcorants la font grossir. Ensuite, dans cette étude, ils ont utilisé du Coca-Cola table. Je suis sûr que vous savez même pas ce que c'est parce que ça n'a jamais été vendu en France et ce n'est même plus vendu aux États-Unis. C'est un Coca-Cola qui utilise comme édulcorant artificiel la saccharine qui n'est également pratiquement plus utilisée aujourd'hui à cause de son arrière-goût et son amertume métallique bien dégueulasse. Supposons que nous prenions les résultats de cette recherche à leur valeur nominale, c'est-à-dire telle quelle. Ça ne justifie toujours pas que les chercheurs parlent d'édulcorants au pluriel alors que les sujets de cette étude consommaient de la saccharine commerciale. Donc ce n'est pas parce qu'on a des résultats avec ce type d'édulcorant que ça doit être extrapolé aux autres édulcorants. La conclusion est donc pas bonne. En plus, en termes de mécanisme, il est difficile de voir comment la saccharine pourrait nuire à nos intestins car la saccharine n'est ni digérée ni métabolisée par le corps humain. La majeure partie de la saccharine est absorbée et excrétée sous forme inchangée par les reins dans notre urine avant même d'atteindre le gros intestin où réside la majeure partie de notre microbiote. Le reste ne fait que passer par nous sans digestion via nos selles. L'édulcorant ne peut donc pas servir de carburant aux bactéries. Bon, de toute façon, la saccharine n'est pratiquement pas utilisée, donc les résultats de l'étude de Suez et Talley est obsolète. Regardons maintenant les édulcorants plus populaires comme l'aspartame, le sucralose et la stevia. Bon, vous savez tout sur l'aspartame, bien qu'il soit synthétisé, l'aspartame est constitué de composants entièrement naturels, la phénylalanine avec un groupe méthyle ajouté et de l'acide aspartique. Ce sont des acides aminés naturels que l'on retrouve également dans notre corps et dans de nombreux aliments. En conséquence, l'aspartame est digéré au même titre que les protéines alimentaires, il se décompose rapidement en ces acides aminés constitutifs et il est absorbé. Rien n'atteint le côlon où réside la plupart de notre microbiote et aucun aspartame ne pénètre dans notre sang ou dans nos organes, même à des doses très élevées. Il est donc difficile d'imaginer comment l'aspartame pourrait nuire à notre santé intestinale. Parlons maintenant du sucralose qui est largement mon édulcorant de choix. Il a un vrai goût de sucre contrairement aux autres, il n'a pas d'amertume comme la stevia et il ne perd pas son effet sucrant à la cuisson comme l'aspartame. Il est produit par synthèse mais le sucralose n'est qu'une forme modifiée du sucre de table que vous connaissez bien, le saccharose. D'ailleurs le sucralose est également appelé trichlorosaccharose. Cette modification rend le sucralose non disponible pour les enzymes glucosidiques humaines. Il ne peut donc pas affecter votre glycémie et il ne peut pas être métabolisé en énergie. En réalité, le corps humain ne peut pas faire grand chose avec le sucralose. Nous pouvons à peine digérer, absorber ou métaboliser le sucralose. La plupart du sucralose ne fait que passer à travers nous par nos selles. La petite partie absorbée est excrétée par nos reins dans nos urines sans être digérée. Environ 2% seulement du sucralose est métabolisé en métabolites mineurs, ce qui se produit dans le corps et non dans l'intestin. Il y a certaines études portant sur les rongeurs montrant une modification de certaines concentrations bactériennes dans l'intestin en réponse à une forte consommation de sucralose par rapport à une consommation d'eau. La plupart de ces études ne contrôlaient pas l'apport alimentaire des rats et ne comportaient pas non plus de groupes témoins appropriés. Mais plus important encore, ces changements n'ont entraîné aucun effet indésirable. Il faut savoir qu'une modification et un changement des habitudes alimentaires va entraîner une modification des concentrations bactériennes dans l'intestin. Cela ne signifie pas que c'est mal, il y a un paquet de RCT qui montre que le sucralose est sans danger, au moins jusqu'à la DGA qui est de 15 mg par kilo par jour pour ceux que ça intéresse. Ce qui représente quand même plus de 120 sucrètes de sucralose pour une personne faisant 70 kg. Parlons maintenant de ce qu'on appelle plus communément la stevia, c'est-à-dire les glycosides de stéviol. Ils proviennent de la feuille de la plante Stevia rebaudiana. Les gens pensent généralement que ce qui est naturel est sans danger. Mais de manière intéressante, la stevia est le seul édulcorant qui peut modifier votre microbiote intestinal. Les recherches chez l'homme et les rongeurs montrent que la consommation d'extrait de stevia peut modifier les concentrations de plusieurs bactéries dans votre intestin, bien que l'effet soit mineur.
L'hydrolyse dans l'intestin laisse un squelette de stéviol qui est ensuite absorbé par le côlon et se lie à l'acide glucuronique avant d'être excrété sous forme de stéviol glucuronique dans vos urines. Bien que la stevia puisse modifier votre microbiote intestinal ainsi qu'interagir avec d'autres composés dans votre corps, elle ne semble pas poser de problème, au moins jusqu'à la dégire. Je vous avais dit que je vous parlerai rapidement de l'érythritol. C'est un polyol, c'est-à-dire un alcool de sucre naturellement présent dans les fruits et certains aliments fermentés. Il peut être aussi produit de façon industrielle par la fermentation du glucose grâce à des levures. Bien qu'il soit naturel, il peut à peine être métabolisé par le corps, c'est pour ça qu'il ne contient que 0,2 kcal par gramme. Il est souvent mélangé avec d'autres édulcorants comme le sucralose parce qu'il est un peu moins sucré que le sucre et c'est très pratique pour cuisiner. Vu qu'il n'est pas facile à digérer comme les autres alcools de sucre, il peut être stressant pour vos intestins. Donc attention à ne pas en consommer trop d'un coup. Par contre, pas d'inquiétude en termes de toxicité, vous aurez des problèmes laxatifs bien avant d'avoir atteint la DGA. Bref, vous vous rendez compte qu'il existe une quantité écrasante de recherches qui montrent que les édulcorants artificiels actuellement approuvés par la législation et les plus utilisés comme l'aspartame et le sucralose sont parfaitement sans danger à partir du moment où ils sont consommés sous les doses journalières admissibles. Toutes les recherches montrant des effets indésirables portent sur des animaux consommant des doses tellement extrêmes d'édulcorants que personne ne pourrait le faire en pratique. Étant donné qu'ils ne comportent aucune calorie, les édulcorants 0 calories n'affectent ni votre glycémie, ni votre insuline, ni votre appétit. Ils peuvent vous donner l'envie de manger lorsque vous les consommez entre les repas, un peu comme le fait de grignoter et créer un peu ce goût de reviens-y. Ils ne font pas non plus prendre du poids comme on l'entend encore trop souvent. C'est juste que certaines recherches épidémiologiques montrent que les personnes en surpoids utilisent souvent des édulcorants pour perdre du poids. Ça ne veut pas dire que les édulcorants vont entraîner une prise de graisse. En termes de thermodynamique, ça n'a aucun sens. Si vous avez encore peur des édulcorants de synthèse après cette vidéo, j'espère que vous n'utilisez pas de téléphone portable et que vous ne mangez pas de viande transformée parce que les risques sont sans doute beaucoup plus grands. Donc si vous aimez rajouter un petit goût sucré à vos aliments, n'hésitez pas à utiliser des édulcorants 0 calories quand vous le voulez. Vous pouvez les utiliser comme du sel, c'est une façon d'augmenter la saveur de votre nourriture sans ajouter de calories. Si vous voulez en savoir plus sur ce genre de sujet, sachez qu'on a un chapitre entier dédié à la science de la santé dans notre formation Bayesian France. Vous pourrez retrouver toutes les informations dans la description de cette vidéo. Si vous voulez d'autres vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche des notifications. Allez, faites-le maintenant. Merci, c'est tout pour aujourd'hui, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. M'en bat les couilles.